Jean-David Nazio, c'est un plaisir de vous recevoir. Je suis Merci. très contente de ce moment de conversation qu'on va avoir ensemble. Alors, on vous connaît depuis longtemps. Vous êtes un homme très actif dans le champ de la psychanalyse. Vous avez écrit 37 livres. J'ai vu ça dans votre papier. Vous me repassez le papier. Où on l'a mis? Vous avez la Légion d'honneur. Vous avez d'autres titres encore. Vous êtes officier de l'Ordre national du mérite. J'en apprends. Hein. Je savais que beaucoup de choses, mais pas tout. Et vous êtes également docteur honoris causa dans plusieurs universités, notamment la dernière aux États-Unis, je crois. Bon, écoutez, on vous connaît depuis longtemps, puisque je fais partie de la génération des analystes qui vous ont lu après la mort de Lacan, et je dois dire que ça a été très précieux pour moi, et je pense pour d'autres aussi, de lire ce que vous avez pu écrire à ce moment-là, et qui nous a beaucoup aidé, en tout cas qui m'a beaucoup aidé à lire Lacan. Je pense à vos enfin, je dis premiers livres, je ne sais pas si c'est les premiers, mais Les yeux de l'or. Oui, c'est un des premiers. C'est un des premiers. C'était un livre formidable qu'on a vraiment beaucoup aimé. Après, vous en avez écrit beaucoup d'autres, hein, mais il y a aussi tout ce que vous avez fait ces derniers temps. Alors, c'est des patients qui m'ont parlé des interventions que vous avez faites sur France Inter, qui ont été très suivies, je crois, et qui ont beaucoup passionné les gens qui m'en ont parlé. Je crois qu'il y avait plusieurs psychanalystes qui sont intervenus, mais ils me disaient tous combien, bon, c'était vous qui les aviez le plus retenus. Alors, vous avez... il y a un livre là-dessus d'ailleurs, donc il me semble que c'est le livre sur vos interventions. Il y a les deux qui sont les livres sur les interventions à France Inter. Le premier livre que je reprends, les émissions, les récits, les histoires de France Inter, c'est le premier livre qui est paru chez Gallimard, 10 histoires de vie, de souffrance et d'amour. C'est le premier volume, je dirais, et le deuxième volume vient de sortir maintenant, il y a 2 mois, qui s'appelle Clara, le bébé qui revient à la vie. C'est ça. Voilà. Et d'autres récits. Voilà. C'est le livre qui vient de sortir. C'est en poche. J'ai voulu le faire en poche pour pouvoir que ce soit très accessible. Et les histoires ne sont pas tout à fait les mêmes que j'ai relatées à France Inter devant l'antenne. Oui. C'est corrigé, sont très travaillés. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'expérience de France Inter. Oui, et puis maintenant publier ces livres qui reprennent les récits. Je trouve que c'est important ce que vous dites, que les psychanalystes s'expriment de nouveau de façon publique. Il y a eu Dolto à une époque, il y a eu Serge Leclerc, si je me rappelle bien, et je trouve que c'est important, comme vous l'avez fait vous-même, qu'on puisse entendre des psychanalystes sur les ondes, afin que le public ait accès à des psychanalystes. C'est dans le sens de votre invitation de Lia Cohen. Avant, j'ai beaucoup de choses à vous dire et à dire aux auditeurs de Deep Salon, mais sachez que je vous remercie de cette invitation. C'est la première fois que je viens à Deep Salon. J'ai déjà entendu parler souvent de Deep Salon. Il existe depuis combien d'années? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Je ne veux pas compter les années de plus de 30 ans. Maintenant, voilà. Je dis globalement
Voilà. Depuis 30 ans, oui. Oui, depuis 30 ans, bien sûr, j'ai entendu parler de Deep Salon et je suis très, très honoré d'être ici ce matin avec vous et avec le public qui nous regarde. Qui nous regardera. Et qui nous regardera. Oui. Certainement, avec intérêt. Oui, écoutez, ça a été très important pour nous d'avoir cette possibilité de rencontrer effectivement depuis plus de 30 ans, tous les mois, un psychanalyste qui vient parler de son livre. Ça nous a donné une ouverture sur le champ analytique qui a été très, très, très riche et qui dépasse un peu, on est tous dans des groupes, dans des associations, mais là, ça nous a donné accès à des analystes très différents, qui écrivent très différemment, d'écoles différentes, puisque nous n'avions aucune idée qu'on n'est pas lacanien. Il y a des gens qui ont tendance à penser qu'on est plus lacanien. Ce n'est pas tout à fait vrai, au sens où, si vous voulez, il y a quand même une différence. Il y a beaucoup moins de livres qui paraissent du côté de la SPP, par exemple. Si on les invite avec plaisir. Là, la semaine dernière, on a invité Laurence Kahn, qui est à l'APF, je crois, donc qui n'est pas lacanienne, spécialement lacanienne. Bon, on a été toujours très ouverts, ce qui a permis qu'on rencontre vraiment des gens très divers, et ça a été d'une grande richesse. Et j'espère qu'on continuera le plus longtemps possible. Vous avez fait tellement de choses, vous êtes tellement... vous avez travaillé aussi, il faut rappeler l'origine, vous avez travaillé avec Dolto à Trousseau. Vous savez que moi j'ai travaillé à Trousseau longtemps. Ce n'est pas vraiment à Trousseau. Ah bon? Alors si nous devons parler des origines, oui. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur Lacan et nous avons convenu que je vous raconterai mon histoire avec Lacan après. C'est une très belle histoire et je dois vous dire, vous mentionnez Dolto, oui. J'ai eu la chance d'avoir des maîtres merveilleux. En Argentine aussi, puisque j'ai commencé ma carrière en Argentine et je n'ai pas commencé avec Freud tout de suite. Ah oui. Non, j'ai commencé avec j'étais formé dans l'hôpital psychiatrique de Buenos Aires, oui. de Lanús plus exactement. C'était un service de psychiatrie très, c'était comme une étoile dans le ciel de la psychanalyse argentine. Oui. Et cet hôpital, c'était magnifique parce que j'étais, moi, résident en psychiatrie. C'était dans les années 65, 64. Je commençais, oui. J'étais médecin très jeune, à 22 ans, oui. En 1964. Wow. Et déjà, en 64, 65, eh bien, j'ai commencé à l'hôpital Evita s'appelle. Eh bien, c'est le service du professeur Goldenberg, qui était mon maître en psychiatrie. Ah oui. Un merveilleux maître, je vous assure, un merveilleux maître. Aujourd'hui, tant d'années après, 60, 61 années après, chaque fois que je vois mes patients, ou pas chaque fois, mais souvent, j'y pense à lui, à la manière comment il m'a appris à me diriger au patient, à parler avec le patient, à être très humain, très chaleureux avec le patient. Ah oui, bah ça fait que de ce que j'aurais voulu aussi qu'on parle, c'est de votre clinique, justement. Absolument. Ça, c'est un point important, je pense. Et donc, j'ai commencé là, et en plus de Goldenberg, qui était mon maître en psychiatrie, j'avais aussi des maîtres en psychanalyse. Il faut dire que l'Argentine, c'est une pépinière des grands personnages de la psychanalyse, et qu'ils sont tous des écrivains. Ils ont produit beaucoup de livres en Argentine. Dites-moi quelques noms. José Bleger. Ah, Bleger. Bleger. Et il y a Pichon Rivière.
Oui. Enrique Pichon-Rivière, qui était connu de Lacan aussi. Et, bref, il y avait une ambiance de formation merveilleuse. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir été formé en Argentine, aussi bien en psychiatrie qu'en psychanalyse. Mais la psychanalyse n'était pas le début. Mon début, c'était Palo Alto, c'était la systémique. Je commençais avec les groupes familiaux. J'ai commencé à faire la thérapie des patients psychotiques, les groupes familiaux des patients psychotiques. Et supervisé à l'époque par celui qui va venir, un des grandes figures du Palo Alto, de la systémique, qui est décédé aujourd'hui, Carlos Slutsky. Pour ceux qui connaissent la systémique, ils savent que c'était un des grands professionnels, de grandes figures de la systémique. Alors, voilà-t-il que j'arrive en France et je viens pour me former avec Lacan. Et bien sûr, je connais aussi Dolto. Oui. Mais Dolto, d'abord, c'est une amie. D'accord. C'est une amie, on parlait comme ça, on se voyait. Elle venait même, elle me prêtait sa maison de campagne à Deauville. Nous passions, mes enfants, ils ont appris à marcher en montant et en descendant l'escalier de la maison de campagne à Deauville. Et donc, nous allions souvent ou pour Noël ou pour Pâques. Et quelquefois, Françoise venait passer Noël avec nous. Nous avons passé Noël. Mais elle n'était pas mon maître. J'étais complètement fasciné par Lacan. J'étais un lacanien pur et dur. Donc, Dolto, je la regardais de côté, quoique j'avais, moi, travaillé pour les enfants, parce que j'ai commencé à travailler avec les enfants déjà en Argentine, mais Dolto ne me touchait pas, jusqu'au jour où, en 1985-84, au moment où elle va sortir son livre « L'image inconsciente du corps », elle me dit « Jean-David, j'aimerais que tu viennes à mes consultations à la rue Cujas. » Oui, je me rappelle. Oui. Donc, je ne suis pas allé à Trousseau comme vous. Je suis allé une ou deux fois à Trousseau pour voir ce que c'était, mais c'était avant et à titre de curiosité. Mais c'est seulement en 85 qu'elle me dit « Je voudrais que tu viennes participer à la consultation de la rue Cujas. » Et c'est comme ça que, voilà, que je suis allé de 1985 jusqu'à sa mort, à tous les vendredis, à écouter Dolto, participer. Nous étions, et je le raconte, pardon, je prends les livres, il y a un chapitre qui est le chapitre sur Dolto, où je raconte effectivement l'expérience que j'ai eue des Dolto de la rue Cujas, et je l'appelle le secret de Dolto. Et il y a une image que je vais montrer à la caméra, voilà, où Dolto est à genoux. Devant une petite fille probablement psychotique, et je commente cette photo. Je vais faire un commentaire de cette photo et je raconte dans ce livre l'histoire de mon expérience avec à la rue Cujas. Et c'est un des chapitres que j'aime le plus parce que c'était merveilleux. Alors que je ne me demandais pas de travailler avec Dolto. Voilà qu'à partir de ce moment-là, Dolto a eu sur moi comme un réveil, comme si elle m'avait autorisé à être celui que j'étais et que je me limitais à être. Il faut dire que
nos auditeurs ne Oui. connaissent pas, ne savent pas ce que nous avons vécu avec l'époque de l'école Lacan. freudienne. C'était une ambiance, il faut dire, Oui. c'était une ambiance avec beaucoup d'interdictions. Ah oui. C'était, je trouve, formidable. C'était des balustrades. Et je crois qu'une bonne formation commence par être un élève très strict. Et il faut garder bien le chemin. Aujourd'hui, je ne suis plus cet élève. Aujourd'hui, je suis moi-même. Ben, bien sûr. J'ai 82 ans. Je suis fier de ma vie et de mon âge. Vous êtes Je me heureux sens de la pas. vie que vous avez. Ah oui, je suis très heureux de ma vie que j'ai faite. J'ai la chance, j'ai une chance. Mais à cette époque, Dolto vient et c'est comme si Dolto m'avait dit, tu peux être celui que tu es. Vas-y. Et ça, je l'étais déjà, mais c'était pas officiel. C'est comme si elle m'avait dit, tu peux officiellement te montrer. Alors qu'avant, on était dans un... Lacan est merveilleux, c'est extraordinaire comme une révolution de la pensée. Oui. Et aussi de l'adresse aux patients. Mais c'était dans le cadre de l'école, nous étions dans un... Assez fermé dans quelque chose. Comment? Dans quelque chose assez fermé. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, on est là à pas trop se montrer comme on est. Il y en a peu qui ont osé vraiment Voilà. s'exposer eux exactement. et s'opposer, ou alors c'était des gens qui se sont complètement dégagés de Lacan. Absolument. Ce qui est dommage. Voilà. Et ça a fait que Dolto a été pour moi formidable, un réveil magnifique. Et quand même tout ce qu'elle a pu introduire sur le bébé est une personne. Absolument. Je veux dire, et puis ses interventions justement, c'était à la radio, non? Oui, c'était très tout à important fait, aussi. tout à fait. Je crois que Dolto était plus près du public, si vous voulez, parce que moins théorique que Lacan. Alors, justement, ça serait intéressant que vous nous disiez un petit peu quelque chose de votre clinique. Comment vous diriez justement votre manière que ce professeur que vous avez eu en Argentine vous a appris? Qu'est-ce que vous diriez du psychanalyste en clinique que vous êtes? Alors, ça tombe bien votre question, parce que nous sommes aujourd'hui 19 février et le 6 mars, je dois faire une conférence à la Société des membres de la Légion d'honneur. Et donc, le titre de la conférence, elle est celle-ci: comment un psychanalyste reçoit tellement de souffrances de ses patients et cependant, comment il reste lui-même. Donc, ça correspond bien à votre question. Et je suis en train, en ces moments-là, ce matin, j'étais en train de l'écrire. Donc, votre question tombe pile à ma rédaction de ce matin. Et ce matin, j'écrivais en disant que la première chose, la prémisse que m'anime pour travailler avec un patient, c'est d'avoir envie d'aller vers lui. Ça, c'est fondamental. Bien sûr. Si je n'ai pas envie d'aller vers le patient, il ne se passera rien. Bien sûr. Et ça arrive. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce que moi, je suis toujours content lorsque j'ouvre la porte de la salle d'attente à un patient. Vraiment. Et ça me vient parfois, je suis content de vous voir.
mais sort tout seul. Oui, parce que chaque fois, c'est une découverte, c'est un univers. Absolument. Et puis, je suis content de le voir, de le saluer et de commencer à travailler avec lui. Donc, première chose que je dirais de cette manière qui est la mienne, et je pense que celle, certes, de nombreux professionnels, c'est de vouloir avoir l'envie, le désir authentique d'aller vers le patient. Oui. Ça, c'est la base, la prémisse. Oui, tout à fait. Deuxièmement, si j'entre plus en détail dans la manière comment je travaille, je dirais le geste mental interne, pas tellement la manière formelle. Ça, on pourrait parler si vous voulez, mais surtout ma tête, comment fonctionne ma tête et mon cœur de thérapeute, c'est que premièrement, avoir envie d'aller vers lui. Deuxièmement, imaginer l'émotion qu'il ressent. Imaginez l'émotion qu'il ressent aujourd'hui et même imaginer l'émotion qu'il a ressentie étant enfant si dans le cas où il y aurait eu un traumatisme. Donc, envie d'aller vers lui. 2, imaginer ce qu'il ressent. 3, le ressentir moi-même. Imaginer et ressentir ce que j'imagine. 4, pouvoir trouver les mots à l'intérieur de moi pour nommer cette émotion que je ressens. Et 5, selon les circonstances, ou oui ou non, les lui dire, dire ces mots au patient. Je dirais qu'en synthèse, je viens de vous faire les différentes étapes. Oui, les étapes, oui. Ça nécessite une grande disponibilité d'Elia. Il faut être très disponible. Ah oui, ça c'est sûr. Et deuxièmement, deuxième remarque, on ne peut pas faire ça tout le temps dans une journée, ni je ne peux pas faire ça dans une journée. Alors il y a un phénomène. D'abord, pour le faire nettement avec un patient, je dirais que je peux le faire 5 ou 6 fois dans une journée. Et on ne peut pas le faire non plus avec tous les patients. Mais c'est vrai que je vais avoir 60 ans de... Non, j'ai eu le 8 janvier 2025, je viens d'avoir 60 ans de métier. Oui. 60 ans de métier, vous imaginez. Oui. Mon premier patient, c'était le 8 janvier 1965. Ah, vous avez une mémoire des... Ah non, mais ça, la première jour que j'ai reçu mon patient en privé, d'ailleurs, ce n'était pas dans mon cabinet, c'était dans un cabinet qu'un de mes maîtres m'avait prêté. C'était une patiente bipolaire, d'ailleurs, que je la voyais en tant que jeune psychiatre. Oui, oui. Je ne peux pas parler de psychanalyse tout de suite. Sûr. Et bien, c'était le 8 janvier 1965. Donc à Paris, déjà? Non, en Argentine. Là, c'était en Argentine. Vous êtes arrivé en quelle année? En 1969, ah, oui, ici. Donc, en Argentine, en 1965, je reçois en janvier, donc ça fait, nous sommes en février, ça fait 60 ans que je pratique ce métier et je ne compte pas l'hôpital. L'hôpital, j'avais commencé un peu avant, mais disons dans le cadre libéral, ça fait, et je dois vous dire que si je compte Delia Cohen et chers auditeurs des VIP Salon, si je compte les nombres de patients que j'ai vus depuis 1965, je dois vous dire que j'arrive à peu près 10 000 personnes que j'ai pu voir, écouter et me confronter. Je compte aussi les gens que j'ai vus à l'hôpital, sont très nombreux. Donc,
ça fait énormément d'expérience. Oui, c'est vrai. Et la joie d'avoir cette expérience, nous avons une chance. Oui. Delia, je sais que vous travaillez de la même manière. Oui. Nous avons une chance, une grande chance. C'est ce que extraordinaire. Je dis toujours aux gens qui disent comment tu travailles encore, qui s'imaginent qu'on a envie de prendre notre retraite. Mais je dis toujours, j'espère pouvoir travailler jusqu'au bout, avoir mes facultés pour travailler jusqu'au bout, parce que c'est la partie la plus intéressante de ma vie. Arrivent le matin tôt des gens qui vous parlent tout de suite de l'essentiel de la vie, alors qu'on bavarde avec d'autres. Là, on a des gens qui vous parlent de l'essentiel, c'est-à-dire, en fait, ce qui m'intéresse le plus, quoi. Tout à non, fait. c'est un travail passionnant. Ça peut être fatigant quand même. Et comme vous dites, on ne peut pas recevoir beaucoup de nouveaux patients par jour. Alors, les cures, c'est un peu différent. Je ne sais pas si vous avez la même expérience. On peut plus facilement avoir des gens qui sont en cure, allongés, et qui parlent, on n'est pas dans la même énergie que quand on reçoit quelqu'un pour la première fois. Oui. Je dirais que je reçois des adultes, des adolescents, des enfants, des couples, des familles. Oui. Pour moi, tout est la même chose. Je veux dire, je suis là à aborder l'autre, comme vous venez de le dire, dans ce qu'il a d'essentiel. Ce qui compte, c'est ça. Alors, parfois, il peut être plus distant ou moins distant, plus demandeur ou moins demandeur, mais il arrive un moment, avec le temps et l'expérience que j'ai, où on est en permanence. Je suis dans un état, j'ai arrivé à être dans un état permanent de sensibilité à la souffrance de l'autre. À l'autre. Ah oui. Oui, ça absolument. J'imagine, tout à fait. Bon, ça doit être une clinique très, très riche. Oui, non, mais c'est merveilleux. Et je crois que ce qu'on sent aussi fort chez vous, c'est le goût de la transmission. Absolument. C'est mon autre passion. Ouais. La passion, c'est la passion. Chez deux, c'est deux passions. La passion de m'occuper du patient et la passion d'enseigner. J'enseigne aussi depuis très longtemps. J'ai commencé déjà en Argentine. Alors là, j'enseignais. J'ai commencé par enseigner, non pas la psychanalyse, mais j'ai commencé par enseigner le matérialisme dialectique. Wow. C'est-à-dire le marxisme. Parce que j'étais militant de gauche et c'est comme ça que mes premiers, déjà en 1962-63, tout jeune, j'ai enseigné à des groupes. J'avais des groupes d'études sur le marxisme et le léninisme. J'étais militant politique de gauche. Et donc déjà... Mais c'est comme ça que j'ai connu Lacan, grâce à Althusser. Ah oui. Parce que Althusser avait écrit un livre qui s'appelle Pour Marx. Et comme moi j'étais de gauche, j'ai voulu lire Althusser. Je ne savais pas lire le français. Ah oui. Donc c'était un ami avec lequel on lisait Althusser. Et je vois qu'en bas des pages, il y a la référence à un psychanalyste nommé Jacques Lacan. Ah oui. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à Lacan, en Argentine, dans les années 66. Avant d'arriver à Paris. Avant d'arriver à Paris. Vous allez d'ailleurs nous dire très vite votre rencontre avec Lacan, que vous avez écrit, je crois. Tout à fait. C'est très court. C'est une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, où j'écris ce texte que j'ai intitulé « L'inoubliable histoire de ma relation avec Jacques Lacan ». Voilà. Bon, vous allez nous lire ça alors. D'accord. Avant de lire. Dites-moi, qu'est-ce qui se prépare? Alors, mon prochain livre, si tout se passe bien, ce serait le dictionnaire amoureux du couple. Waouh! Bon, et ça serait pour quand? Eh bien, il faut que je le fasse actuellement. Je travaille pour ça.
vous y travaillez déjà? Et oui, oui. Alors, ça dépend parce que c'est complexe. Il y a plusieurs entrées. Oui, oui. Il va falloir que je m'en occupe de chacune. Qu'est-ce que c'est que la femme? Qu'est-ce que c'est que l'homme? Est-ce qu'il y a un homme? Est-ce qu'il y a une femme aujourd'hui, 2025? On commence à douter même de ça. Bref. Ça va être un travail très intéressant. C'est le moment ou jamais de poser ces questions. Oui, oui. Oui. Mais c'est bon, on va voir. Peut-être le jour où je sortirai le livre, je reviendrai avec à Édipe Ceylan. Oui, ça sera avec plaisir. J'espère que ça viendra rapidement. Tout à fait. Alors, lisez-nous ce que vous avez écrit sur cette je voudrais vous raconter l'inoubliable histoire de ma relation avec Jacques Lacan, grand psychiatre et psychanalyste français, né en 1901 et mort en 1981. J'ai découvert Lacan en Argentine en 1966, année où j'ai commencé à lire ses premiers cours intitulés « Séminaires ». Je les lisais passionnément, avec l'aide d'un ami qui me les traduisait en espagnol, car à l'époque, je ne connaissais pas le français. 2 ans plus tard, grisé par le charme d'une psychanalyse nouvelle, je prends la décision avec ma jeune épouse. Je venais d'être marié en 68, je me suis marié en janvier, et c'était en juillet 1968, exactement le 14 juillet 1968, un dimanche, en me levant le matin, nous sommes au lit et je lui dis, dis-moi, et si on allait en France? Ah oui. Alors, encore à peu près réveillée, elle me dit, mais pourquoi pas? Formidable. Oui. Nous n'avions pas d'enfants. Oui. Eh bien, et on dit, on va aller en France. Et à partir de ce 14 juillet 1968 jusqu'à 1969, nous avons préparé ce voyage. Et je prends la décision de partir en France pour 2 ans. Notre idée n'était pas de partir en France et y rester. Et alors, je voulais étudier directement avec le maître. C'était comme voyager au cœur de la Rome d'Auguste pour m'approcher au plus près de l'empereur. C'est ainsi que le 1er septembre 1969, Delia, après avoir traversé l'océan à bord d'un paquebot, les paquebots s'appelaient Pasteur. Wow. À l'époque, il n'y avait pas tellement les avions comme aujourd'hui. Il y avait aussi les paquebots. Pasteur. C'était 15 jours de traversée. Merveilleux. Ah oui. Alors, pourquoi? Parce que pendant 15 jours, on a le temps de rêver. Oui. Et je me souviens que dans le bateau, j'ai passé mon temps à dessiner Paris et compter les ponts. Ah oui. Et essayer de me rappeler par cœur les ponts de Paris. Ah. Donc c'était 15 jours de rêve. Oui. Merveilleux. C'était pas l'avion. Où on arrive, on est jeté tout de suite. Il faut dire que ces paquebots, Pasteur, eh bien, c'était sa dernière traversée. Ah oui. Donc, on arrive, je foule le sol français pour la première fois au Havre. J'apprends alors la langue le plus vite possible afin de me présenter au docteur Lacan, parce que je ne savais pas parler français. Donc, je ne peux pas téléphoner à Lacan et lui demander un rendez-vous pour lui dire « Monsieur, je viens ». Il fallait que je parle français. Bah oui. Donc, j'ai fait 3 mois avec mon épouse d'apprendre le français dès 8 h du matin jusqu'à 16 h tous les jours à fond, un apprentissage très intense. Alors, je vois le docteur Lacan pour lui parler dans un français compréhensible et lui expliquer que jeune psychiatre argentin, je viens me former avec lui grâce à une bourse de l'ambassade de France en Argentine.
Finalement, notre rencontre eut lieu en novembre de la même année et Lacan s'est montré très heureux d'apprendre que les autorités françaises estimaient si grandement la valeur de son enseignement qu'elles avaient décidé de m'octroyer une bourse d'études. Durant les 2 années qui suivent, alors qu'est-ce que j'ai fait durant 2 années merveilleuses? Pour moi, tout le temps était merveilleux. J'étais avec mon épouse, nous avions loué un studio et pendant ces années, c'est des années, je ne voulais pas travailler avec des patients. J'avais déjà travaillé avec des patients en Argentine, mais finalement, je n'ai pas pu ne pas travailler avec des patients puisque des collègues français me disaient « mais je t'envoie un patient ». Et comme ça, j'ai commencé à recevoir des patients très, très rapidement, en 1970 déjà. Et que se passe-t-il? Que je travaille beaucoup la psychanalyse lacanienne. J'allais au séminaire de Lacan, je m'asseyais au premier rang, j'arrivais 1 heure avant. C'était à l'amphithéâtre de la faculté de droit, place du Panthéon. Eh bien, en 1971, à ma grande surprise, Lacan me téléphone pour me demander de corriger la traduction en espagnol de son livre majeur, Les Écrits. Je viens de vous dire, Delia, que Lacan m'a téléphoné. Mais en fait, ce n'est pas à moi qu'il a téléphoné. Ce fut à mon épouse. Et qui plus est, à mon épouse, alitée dans une chambre de la maternité, la veille de l'accouchement de notre fille aînée. Je garde le plaisant souvenir d'une scène cocasse que je ne puis m'empêcher de vous raconter. J'entre dans la chambre, tout excité. Vous imaginez, j'avais quoi? J'avais 28 ans à cette époque. Tout excité je savais, puisque c'était une césarienne, que nous allions avoir l'enfant le jour suivant. En plus, c'était pas trop loin d'ici, c'était à la rue, c'était la clinique Cognac-G, près de Convention. J'entre dans la chambre, tout excité devant l'heureux événement qui allait avoir lieu le lendemain. J'embrasse ma femme, et aussitôt elle m'annonce: Lacan t'a téléphoné. Quoi? C'est impossible. Ici, à la clinique. Il me dit: oui, Lacan t'a téléphoné et je lui ai raccroché au nez. Quoi? Mais tu plaisantes? Non, non, non. Je dormais, le téléphone sonne, je réponds, et voilà qu'au bout du fil, j'entends le souffle de quelqu'un qui ne me parle pas. Lacan faisait souvent ça, hein, je dois vous dire. Lacan téléphonait, mais elle ne savait pas que c'était Lacan. En tout cas, elle entend ça, elle entend le souffle de quelqu'un, et elle raccroche. Elle dormait, il faut dire, elle dormait, elle est dans la clinique. Vous imaginez, c'est pas pour... Pour écouter Jacques Lacan. Alors, fâchée, m'explique-t-elle, je raccroche immédiatement. Le téléphone sonne à nouveau, m'explique-t-elle, mais cette fois, Lacan se présente et me demande que tu le rappelles d'urgence. J'étais stupéfait par tant d'invraisemblance. Je quitte précipitamment la chambre de la maternité et m'engouffre dans une cabine téléphonique. À l'époque, il n'y avait pas de portable. On se téléphonait par des cabines téléphoniques. Et je téléphone à Lacan tout de suite, lequel me donne rendez-vous le vendredi suivant, c'est-à-dire une semaine après. J'allais avoir ma fille entre-temps demain, enfin le lendemain. Comme prévu, le vendredi en question, je me rends à son cabinet, je trouve une salle d'attente bondée de monde, et Lacan avait 2 salles d'attente. Ah oui, c'est vrai. Il y avait 2 espaces, il y avait 2 pièces des salles d'attente. Je trouve une salle d'attente bondée de monde et j'attends qu'ils viennent me chercher.
J'entre dans son bureau et tout de suite après que nous nous sommes dit bonjour, il me surprend en jetant rageusement un livre sur sa table de travail, comme ça. Et il me dit, connaissez-vous ça? Je regarde le livre en question et intimidé, je lui réponds que non. C'est vrai, je n'avais jamais vu. Il enchaîne aussitôt pour m'expliquer qu'il s'agit de l'édition en espagnol de ses écrits, portant le titre malheureux de Lectura Estructuralista de Freud. Lacan, très mécontent et indigné, Lacan était très indigné d'avoir été assimilé aux structuralistes, me demande si je serais d'accord pour examiner de près ce livre en espagnol, probablement criblé d'erreurs, et le corriger. J'écoute la proposition, la demande, j'accepte sur le champ, malgré la grande responsabilité que ce travail signifiait. Je me suis permis cependant de lui soumettre une condition à laquelle le docteur Lacan a aussitôt consenti, pouvoir le consulter chaque fois que je rencontrerai une difficulté, qu'elle soit linguistique ou conceptuelle. Eh bien, je me suis mis au travail, sérieusement, intense. Tout au long de ces mois de travail intense pour restituer fidèlement les concepts lacaniens en espagnol, j'ai donc eu la chance de rencontrer maintes fois le docteur Lacan en tête-à-tête. Ah oui. Quelquefois, j'allais le chercher à 8 heures à son cabinet à la rue de Lille. Quelquefois, on est allé en face, dans la rue de Lille, juste en face de son cabinet, il y avait un restaurant. Je ne sais pas si aujourd'hui il existe, je ne crois pas. On allait dîner en face, peu de fois. 2 fois, je suis allé à Guitrincourt. J'allais avec ma petite coccinelle blanche. Une fois, je me suis perdu. Malgré, je garde le papier où Lacan m'avait marqué comment y arriver. C'était compliqué avec l'autoroute, c'était pas si facile pour arriver à Guitrincourt, mais on a travaillé aussi à Guitrincourt 1 ou 2 fois, et ce qui compte, c'est que lorsque je lui demandais d'expliciter sa pensée pour que la traduction soit exacte, je bénéficiais d'un lumineux commentaire des textes. Ah oui. C'était un émerveillement. J'avais le sentiment de recevoir, rien que pour moi, le plus royal des cours particuliers. Oui. Je me souviens, le sujet supposé savoir, ça avait un problème pour traduire sujet supposé savoir en espagnol. Donc, il faut dire que j'étais un peu coquin, parce que je lui demandais un peu exprès pour m'expliquer, pour que je puisse traduire correctement. Oui, bien sûr. Ou bien il y avait des concepts que dans les écrits ne sont pas très clairs, parce que Lacan était très allusif. Et donc je lui demandais. Une fois, on discutait le problème qui est sérieux, qu'en espagnol, il y a « yo », tandis qu'en français, il y a « je » et « je » et « moi ». En français, il y a « je » et « moi ». En espagnol, il n'y a pas « yo » et « yo ». Il y a « yo » seulement. Ah oui, d'accord. Et Lacan me dit, mais comment il ne peut pas y avoir 2? Mais c'est pas normal. Et je lui dis, mais c'est comme ça, monsieur. Alors, je dis, il me dit, alors, comment on résout ce problème? Je dis, on va faire, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. On mettra « jo » et en crochet « je », ou bien « jo » et en crochet « moi ».
Donc, comme ça, on pourra résoudre la question, mais il n'y a pas de jo comme en français. Quelquefois, nous dînions, donc, je me vois encore au restaurant Le Décaméron. Le Décaméron est un restaurant qui s'est trouvé rue Montalembert. Aujourd'hui, il y a l'hôtel de Montalembert à la place. Il n'y a plus le restaurant Le Décaméron. Et nous étions assis sur la banquette et j'étais à sa gauche, lui à ma droite. Et j'avais tous les papiers sur la nappe blanche à table. Je vous raconte que Lacan commandait pour lui invariablement une omelette aux truffes. Il adorait les omelettes aux truffes. Et pour moi, sans que je le demande, lui disait au serveur, « Monsieur, pour les jeunes hommes, vous lui apportez un riz de veau à la crème. » Ah bon? Obligé. Obligé, comme ça. Que j'ai mangé. Le riz de veau, je le connais, mais en Argentine, le riz de veau, on le fait au feu, à la parrilla, comment se dit? À la poêle. À la grille. À la grille. Mais le riz de veau à la crème, là, non. Mais c'est comme ça. Bref. Quelle autorité. Oui, avec autorité. Mais quelle merveille d'Elia Cohen. Vous imaginez, j'avais 28 ans et lui 70. Ah oui, c'est ça déjà. C'était 1971. En 1971, Lacan avait 70 ans et j'avais 28, j'allais vers les 29. Sachez que le livre fut réédité dans une nouvelle version très aboutie avec son véritable titre Escritos et portant en première page une mention qui m'honore, révision technique de J.D. Nasio en collaboration avec l'auteur. Quelques années plus tard, en 1974, je suis retourné le voir à son cabinet rue de Lille, mais cette fois pour perfectionner ma technique de psychanalyste. Ah oui. Je lui demandais alors, docteur, je voudrais vous parler régulièrement du travail avec mes patients. Nous sommes ainsi convenus des séances de supervision tous les lundis à 11 h du matin. En dehors des cas des patients, il m'arrivait assez souvent d'aborder avec lui tel ou tel aspect de la théorie psychanalytique. Or, en 1979, 10 ans après mon arrivée en France, aura lieu un événement exceptionnel. J'ai été invité par Lacan à prononcer une leçon dans son séminaire, invitation rare et prestigieuse, parce que il y a eu quelques fois, je pense à Alain Didier Veil, que j'ai beaucoup aimé et que j'aime, que c'était un ami qui est intervenu au séminaire de Lacan, mais pas plus que ça. Et puis, il faisait venir des experts en histoire. Ah oui, en mathématiques. En mathématiques. Mais rare fois un élève à lui. Et donc, pour moi, c'était un moment magique qui a marqué ma vie. Que s'est-il passé? Le lundi 14 mai 1979, je m'assieds devant Lacan et comme d'habitude, j'ouvre le dossier d'un de mes patients et lui dis « Aujourd'hui, docteur, je voudrais vous soumettre le cas de... » Voilà que Lacan m'interrompt, me regarde fixement et m'annonce « Nasio, demain, vous faites mon séminaire. » Surpris, je balbutie « Pardon ?» C'est alors qu'il me précise « Demain, mardi, vous parlerez devant l'auditoire de mon séminaire et vous leur raconterez ce que vous avez écrit et que vous m'avez lu la semaine dernière à propos du concept de sujet de l'inconscient. » Ah oui. Vous vous en doutez, je suis sorti de cette séance, hébété de joie, submergé par l'immense confiance que me témoignait le maître.
Une fois à l'extérieur, je me suis mis à marcher comme un automate dans la rue de Lille, au cœur de ces quartiers magnifiques du 7e arrondissement, parsemés d'antiquaires, de galeries d'art, de libraires et de vieilles maisons qui bordent la Seine. Lorsque je suis sorti de cette séance irréelle, j'étais comme ivre de peur et de bonheur en sautillant le long des trottoirs. C'était comme si le président de la République m'avait intimé: Nasio, demain vous dirigez la France. C'est terrible. Du jour au lendemain, je devais réaliser l'impossible. Bien sûr, j'ai décidé d'annuler toutes mes consultations prévues ce jour-là et travailler sans relâche durant toute la nuit. Le mardi 15 mai 1979, à midi 15, Lacan était toujours très à l'heure exacte, midi 15, j'étais prêt à intervenir du haut de la tribune du vaste amphithéâtre de la faculté des droits, place du Panthéon, devant plus de 800 personnes venues écouter Lacan comme chaque semaine. Qui composait ces publics? De psychanalystes, certes, mais aussi des écrivains, des linguistes, des mathématiciens, des artistes, des cinéastes, philosophes, bref, c'était toute la communauté des intellectuels parisiens impatients de voir les paroles du maître. Or, ce n'est pas le maître qui apparaît sur scène, mais un jeune homme parlant le français avec l'accent argentin. Vous imaginez le tableau, je suis debout devant le micro, mes notes posées sur le pupitre, seul face à cette foule bourdonnante, avide de savoir. Lacan est assis dans l'ombre, au fond de l'estrade. À ses côtés se trouve Gloria, sa célèbre secrétaire espagnole. Je vous raconte que durant mon exposé s'est produit un incident amusant que personne d'autre que moi n'a perçu, alors que je parlais de la relation de Lacan avec Freud et avec Ernest Jones, le grand psychanalyste anglais que Lacan avait connu personnellement, beaucoup admiré et sans doute jalousé, m'est venue une formule un peu osée pour distinguer l'amour et le désir. Et j'avais dit, Lacan aime Freud comme un père idéal, mais c'est Jones qu'il désire. À peine avais-je terminé cette phrase que j'entendis derrière moi Lacan chuchoter: qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Voilà, c'est donc ainsi, lors de ces mémorables jours de mai 79, que j'ai parlé à la place du maître. Je voudrais conclure cette petite intervention en vous disant que le meilleur enseignement que j'ai reçu de Lacan est cette liberté de recréer l'œuvre d'un maître jusqu'à la faire sienne. Oui. C'est ça que Lacan a fait avec Freud. Oui, bien sûr. Alors justement, je reprends quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, dans votre clinique, vous me disiez que vous n'étiez plus lacanien, comme on dirait, mais que vous êtes avec vos propres concepts, avec votre propre lecture théorique et clinique, bien sûr. Comment vous diriez ce que tout ça est devenu pour vous? Tout ce lacanisme? Mais c'est en moi. Oui, alors comment? C'est en moi, mais je suis le résultat, comme vous, Delia, vous êtes le résultat de tous les moments heureux et malheureux de votre vie. Oui. Vous êtes le résultat de ça dans l'aspect de votre personne. Mais si je pense à la Delia Cohen professionnelle qui reçoit des patients que ce matin vous avez commencé à recevoir, eh bien vous êtes là ce matin à 8 heures, vous étiez, vous, le résultat de toute une histoire de votre formation. Oui. L'influence des livres, oui, des maîtres, des cours, des séminaires, des amis, des professeurs, etc. La même chose moi. Je suis le résultat de tout ça, des nombreux courants, des Dolto, des Blégère, des Pichon-Rivière. Oui, c'est ça. Tous viennent comme des confluer, des confluents de ce fleuve, oui,
que c'est moi. Tout à fait. Et sans doute ce qui n'existait pas tout de suite à l'époque de Lacan, où il y avait tous ceux qui imitaient Lacan. Et nous, on est sortis de tout ça. On s'est éloigné de tout ça. Tout à fait. Et maintenant, on travaille autrement. Oui. On s'adapte aussi à ce qu'on rencontre des patients. Je crois, c'est passionnant, Jean-David Nazdeo, on aurait pu continuer longtemps, mais on va s'arrêter. On a le temps maintenant, on va s'arrêter. Oui. Parce que vous savez, sur Internet et sur les sites, les gens ne peuvent pas écouter trop longtemps. Alors on réfléchit toujours avec Sergio pour que ça soit un temps qui soit, que les gens puissent écouter. Je vous remercie beaucoup. Et alors maintenant, j'attends votre prochain livre pour vous inviter. Très bien. Au mardi du salon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.